Autour du monde, des hommes ont des bateaux comme maison. Un mode de vie antique, unique et de plus en plus rare. Ce sont des peuples nomades de l'eau. En Thaïlande, Nguy vit avec ses proches sur un kabang, une embarcation traditionnelle au mode de fabrication inchangé depuis des milliers d'années. Au Cambodge, Mot et sa famille naviguent sur leur pirogue, où ils travaillent, cuisinent, dorment, sèment et prient. Des histoires de nomades, de voyages et de bateaux. À la frontière du Myanmar, ex-Birmanie, et de la Thaïlande, la mer d'Andaman est depuis plus de 4000 ans le territoire des Moken. Originaires du sud de la Chine, ces hommes ont migré vers l'archipel des Merguis. Plus de 800 îles disséminées sur 400 km, où ils peuvent pêcher et se déplacer. Un vrai paradis sur terre pour cette tribu des mers. La mer, c'est pour nous. C'est notre maison. C'est grâce à elle qu'on se procure notre nourriture. C'est notre liberté. Nguy Tlatale est un père de famille de 37 ans. Ce matin, il fabrique une lance qui sert à harponner les poissons. Une méthode de pêche traditionnelle pour ces Moken, dont le nom signifie « immergé dans la mer ». Chez les Moken, on apprend à nager et à plonger dès le plus jeune âge. Ces hommes poissons sont des plongeurs émérites. Ils nagent en apnée de longues minutes et ils sont réputés pour leur vision sous-marine exceptionnelle. Ils voient clair sous l'eau et repèrent de loin la plus petite créature. Quotidiennement, Nguy entretient sa maison, son kabang. J'arrose le bateau pour que le bois reste humide. Je m'attends à ce que le vent se lève bientôt pour qu'il assèche le bois. Il devient alors moins perméable à l'eau. Je veux éviter que de l'eau s'infiltre dans la pirogue. Entretenir le kabang, c'est comme prendre soin des membres de sa famille. Je le fais pour eux, pour qu'ils s'y sentent bien et en sécurité. Chez les Moken, on navigue en famille. Sur le kabang de Nguy, ils sont 7. Sa femme, son dernier-né d'à peine 52 jours, une vieille tante et même 3 enfants qui ne sont pas les siens. Les Moken considèrent qu'il est de leur devoir de s'occuper de tous les enfants de la tribu. Le père de la grande fille et du garçon, qui sont frères et sœurs, est mort d'une forte fièvre pendant la saison des pluies.
La mère est décédée un an plus tard de la même chose. Ils n'ont pas eu le temps ni les moyens d'aller voir un médecin. Je suis très heureux de vivre sur le Kabang, parce que je peux sauter dans la mer, m'y baigner quand je veux et dormir sur le bateau. C'est vraiment très amusant. On ne se sent pas à l'étroit du tout. Plus il y a de monde, plus on se sent fort. Le kabang est construit à partir d'un seul tronc d'arbre et sans aucun clou. Sans quille, l'embarcation est légère et facilement manœuvrable. Une petite merveille qui peut naviguer en haute mer ou en eau peu profonde. Selon les Moken, le kabang est quasiment insubmersible. Ce bateau est différent des autres pirogues. À l'avant et à l'arrière, il y a cette échancrure si distinctive. Elle nous permet de monter à bord du bateau lorsqu'on est dans l'eau. C'est très facile de grimper à bord du kabang, même lorsqu'on est en haute mer. Dans l'après-midi, le vent se lève. Engi en profite pour hisser la voile traditionnelle en feuille de pandalus. Hook, son frère, rapporte quelques poissons pêchés au harpon. C'est bientôt la fin de la journée. Engi et sa famille profitent du vent pour mettre le cap sur une autre île de l'archipel, à quelques kilomètres de là. À plusieurs centaines de kilomètres de la Thaïlande, au Cambodge, une autre communauté de nomades, les Cham, passent leur vie sur le fleuve Mekong, à bord de leur pirogue. Notre pirogue est aussi importante que notre vie. On survit grâce à elle. En cette saison, il n'y a pas beaucoup de poissons. Ce qu'on pêche nous permet juste de manger. Pour une journée et une nuit de pêche, on gagne entre 40 000 ou 50 000 riels. La haute saison ne démarre que dans 2 mois. Je relève le filet au bout de 30 minutes. Il y a de tout. Parfois, on trouve des pintioplytes ou des poissons-chats. On verra ce qu'on va trouver dans le filet tout à l'heure. La famille Yu a toujours vécu à bord d'une pirogue. En ce moment,
ils naviguent dans la région de Kampong Cham. À la recherche des meilleures zones de pêche, ces nomades du fleuve parcourent des centaines de kilomètres par an. Aujourd'hui, ils sont 4 à bord de la pirogue. Mott et sa femme Saroche, Solès, le fils de 25 ans, et Mokmina, la petite dernière de 6 ans. Les 2 filles aînées sont parties travailler dans une usine de la capitale. De nombreux jeunes cherchent un emploi à terre. Pour eux, la vie sur l'eau est trop dure, trop dangereuse. Le fleuve qui nourrit les hommes peut aussi tout leur prendre. On avait aussi 2 autres filles. Elles sont mortes il y a longtemps. C'étaient les aînées. Les 2 plus jeunes sont à Phnom Penh. Elles étaient petites et se sont noyées. La première est tombée de la pirogue pendant que j'étais en train de réparer les filets. Je n'avais rien entendu. Pour la deuxième, une jeune fille l'a mise au bord de l'eau sans la surveiller et la petite est tombée. On a mis du temps pour la retrouver, mais c'était trop tard. Sur le fleuve, les pirogues de l'ethnie des Cham ne se distinguent pas des autres bateaux de pêche. Ce matin, les Yu n'ont capturé qu'un seul poisson. Cette petite prise qui n'a pas de valeur marchande sera parfaite pour le déjeuner. La plupart du temps, on mange du poisson. Si on a assez d'argent et que l'on est proche du marché, on peut acheter des légumes. Mais le plus souvent, c'est du poisson, avec de la sauce de poisson. Donc la vaisselle, je la mets là-bas, derrière le bac rose. Et les vêtements, je les range là. Tout ce qui est encombrant, on le place sous le plancher dans la cale. Et pour tout le reste, c'est ici et là, sur la pirogue. Le Mékong est un des plus longs fleuves du monde. Sur l'eau et sur les berges, la vie se déploie. Au début de notre union, on attendait la nuit pour faire nos besoins. On était timides. Et maintenant, elle se met à l'arrière de la pirogue, je tourne la tête vers l'avant, et ça va. Et maintenant, je ne la dérange plus.
Bien que ce soit dur, on est très unis. On s'aime. J'aime ma femme, mes enfants, et les enfants nous aiment. De retour chez les Moken, en Thaïlande, Nguy et sa famille arrivent à destination de l'île de Ping. C'est un bon coin pour les coquillages. Chez les Moken, la cueillette des crustacés est une affaire de femmes. Dès l'enfance, Maniao a appris à cuisiner ses fruits de mer. On les fait bouillir plus ou moins longtemps. On peut aussi les manger crus, comme ça, et les mélanger à d'autres aliments. Les Moken se déplacent en flottille. Ainsi, plusieurs embarcations naviguent de concert. C'est agréable et plus sûr, et on peut compter sur la solidarité du groupe. On ne donne pas vraiment de leçons de navigation. Les garçons viennent avec moi, ils m'observent et ils apprennent tout simplement par eux-mêmes. Cet après-midi, Nguy et ses compagnons ont une mission essentielle à la survie de leur tribu. Trouver de l'eau potable. Nguy connaît chacune des précieuses sources de l'archipel. Je connais tous les endroits d'approvisionnement en eau potable de la région. C'est mon père qui me les a montrés. Quand j'étais jeune, il m'emmenait partout. Et c'est comme ça que j'ai connu tous les sites d'eau fraîche. Le kabang est tout simplement une maison sur les flots, entourée d'un véritable terrain de jeu. En fin de journée, le groupe lève l'ancre à nouveau, à la recherche d'un lieu plus calme pour passer la nuit. Cap sur la baie de Payam.
Ce soir, c'est Boun, la vieille tante, qui prépare le repas. Au menu, poissons et coquillages. Je cuisine les moules et les fruits de mer qu'on a récoltés. Parfois, on y ajoute quelques épices. Mais la mer n'est plus aussi généreuse que dans ma jeunesse. Parfois, on a même de la difficulté à trouver du poisson. Oui, on mange beaucoup de poissons. Dans la baie de Payam, les Moken ne sont pas seuls. D'autres bateaux de pêche entourent leur flottille. Ces bateaux pratiquent une pêche intensive, à l'origine de la disparition des ressources. Ils pillent le jardin des Moken et menacent le mode de vie et l'existence même de ces nomades qui vivent en symbiose avec la mer sacrée qui les nourrit. La famille s'endort doucement, bercée par la mer avec laquelle elle entretient une relation spirituelle. Retour au Cambodge. Ce matin, la famille Yu part à la pêche. Saroche profite du trajet pour ravauder leurs précieux filets. Je répare le filet au fur et à mesure qu'il s'abîme. Si on ne le fait pas régulièrement, on ne pourra pas bien l'utiliser. Pour jeter son filet dans le fleuve, il faut une autorisation. Comme les autres pêcheurs, Mott a dû payer une redevance qui sert à embaucher les équipes qui nettoient le fleuve de ses branches et détritus. À chaque saison, on détermine le prix à payer. Si la société chargée de l'entretien du fleuve dépense 2 millions de riels, elle divise la somme par le nombre de pirogues dans le village. Et on paye 100 000 riels, ou plus s'il le faut. Après des heures de travail ardu et sous un soleil de plomb, la famille Yu pêche enfin un poisson qu'elle pourra revendre demain matin au marché. C'est une bonne prise. Un beau poisson comme ça, on va pouvoir le vendre. Non seulement ça va couvrir les frais d'essence de la journée, mais il restera de l'argent pour autre chose. Ce poisson coûte au moins 50 000 riels. Aujourd'hui, on a consommé 3 litres d'essence qui valent 10 000 riels. Avec le reste, on va acheter du riz et en donner à la petite pour l'école. De retour à terre, Saroche rend visite à sa nièce, mère de 3 enfants et nomade du Mékong comme elle. Je voudrais vous montrer comment on protège les enfants pour éviter qu'ils ne tombent à l'eau comme les miens. C'est important. Mon fils a 1 an et demi. On a installé ce filet parce qu'on a peur qu'il tombe dans l'eau. Parfois, on attache son pied quand on dort. J'ai peur qu'il tombe dans le fleuve, comme ceux de ma tante. Je me sers de ce fil pour attacher le pied du petit au toit de la pirogue. Quand il est très occupé à jouer, il oublie le fil. Parfois, il pleure pour qu'on l'enlève, car ça l'empêche de se déplacer.
Mot et Saroche pêchent près du village de Kangpong Cham, là où est enterrée une de leurs filles. Je reste ici car dans ma religion, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le cimetière. Je suis triste. Ma fille me manque. À chaque fois que je viens ici, j'ai du mal à retenir mes larmes. Quand je pense à elle, je m'assois là et je pleure. Mais les Cham ne restent pas longtemps assis à pleurer. Un mot les caractérise, la résilience. Sous le régime sanguinaire de Pol Pot, une grande partie de cette minorité musulmane a été exterminée par les Khmers rouges. Malgré tout, ce peuple trouve la force de continuer d'avancer, travailler et sourire. Le jour se lève sur la mer d'Andaman. Une fois par an, Jao Klatale, le père d'Engi, accomplit un rituel. Il demande à ses ancêtres de protéger son kabang et sa famille. Chez les Moken, le bateau aussi est un être vivant dont il faut prendre soin. On prépare plusieurs offrandes. De la nourriture, des gâteaux, de la liqueur, de la poudre odorante pour attirer les esprits féminins. Ce sont eux qui nous protègent des tempêtes et qui s'assurent que la mer sera généreuse avec nous. Engi et sa famille naviguent vers la baie de Kukao, un endroit symbolique qui rappelle à tous l'incroyable puissance de l'océan. En 2004, lorsque le tsunami le plus meurtrier de tous les temps a frappé la côte thaïlandaise, Engi se trouvait ici, sur le parcours de cette vague gigantesque. Mais sa connaissance de la mer l'a sauvé. Il y a une histoire qui nous est racontée par nos aînés de génération en génération et que tous les Moken connaissent. C'est le récit du Laboon, une énorme vague comme on n'en a jamais vu et qui arrache tout sur son passage. Les signes avant-coureurs sont le calme inhabituel de la mer,
l'apparition à la surface des poissons qui vivent dans les profondeurs et la fuite des crabes de la plage. Si on remarque de tels bouleversements, il n'y a qu'une seule consigne, fuir sur une haute montagne. Et c'est ce que nous avons fait. La famille de Ngui et tous les Moken ont survécu, mais la plupart des bateaux ont été détruits. Les Moken sont apatrides, ils n'ont pas de papier. Ils ne sont citoyens d'aucun pays, et depuis des millénaires, leur seule patrie, c'est la mer. D'ici, on peut voir la Birmanie. La frontière est à peu près à 2 heures de navigation. La seule façon de m'identifier, c'est avec mon bateau. En ce qui me concerne, c'est tout ce qu'on sait de moi. Quand on voit mon kabang, on sait que je suis Moken. Le peuple Moken sillonne la mer d'Andaman des deux côtés de la frontière, au Myanmar et en Thaïlande. Les nomades de l'eau sont libres de circuler dans l'immensité de l'océan. Au Cambodge, la famille Yu met le pied sur la terre ferme. Ce matin, Saroche se rend au marché pour y vendre sa belle prise de la veille. Je suis contente, j'en ai tiré 80 000 riels. Avec cet argent, je vais acheter du riz et de l'essence pour la pirogue. J'ai acheté pour 1000 riels de concombres, une pastèque et un demi-kilo de patates douces. J'aimerais bien acheter des bonnes choses comme de la viande et des vêtements, mais je n'ai pas le budget pour ça. J'attends quand j'en aurai plus. La viande de bœuf coûte très cher. J'en achète que lorsqu'on a beaucoup d'argent. On mange plutôt les poissons qu'on a pêchés. J'aimerais bien attraper encore des poissons comme celui-là. Motivé, confiant et certain que le fleuve sera à nouveau généreux, la famille repart pêcher. Mais le vent se lève brusquement. Une tempête est peut-être à prévoir. Sur le Mékong, elles sont aussi soudaines que redoutables. On a rencontré cette situation plusieurs fois. Pour éviter que la pirogue ne coule, je sautais dans l'eau. Lors d'une tempête, les vagues étaient très grosses. Et comme notre pirogue était toute petite, elle a coulé près de la berge. J'avais tellement peur que je serrais mes enfants contre moi et je pleurais. Il est 15 heures. La famille Yu délaisse son filet de pêche et se prépare pour la prière. Avant de faire la prière, il faut que j'enlève tout ce qui est impur, donc tout ce qui est impropre. C'est pour ça que j'enlève mes habits et que je mets des vêtements blancs.
Dans ma religion, la prière est accompagnée de gestes d'inclination, de génuflexion, de prosternation. Et durant la prière, on répète ces mouvements 4 fois. Si par exemple le ciel devient noir et qu'il commence à y avoir beaucoup de vent et qu'on n'est qu'au 2e mouvement de la prière, on doit continuer les 2 autres. On ne doit pas interrompre la prière. Et c'est seulement une fois qu'on a terminé la prière qu'on peut se sauver. On dit que si on interrompt la prière, cela constitue un péché. Solès travaille parfois avec ses parents. Mais comme de nombreux jeunes Cham, il ne veut plus de cette vie dangereuse et difficile de pêcheur nomade. Je ne veux plus vivre sur la pirogue et j'aimerais sortir mes parents de cette vie-là. Quand j'aurai les moyens plus tard, j'emmènerai mes parents vivre sur la terre ferme. Je ne veux plus qu'ils vivent ce quotidien difficile. C'est la raison pour laquelle je travaille dans une menuiserie. J'espère qu'un jour, j'aurai une affaire à moi. Si je réussis, mes parents pourraient avoir une vie meilleure. La petite dernière va à l'école sur la terre ferme. Et bientôt, il n'y aura plus que Mott et Saroche à bord de la pirogue. Sur la mer d'Andaman, nous retrouvons Ngui et sa famille. Son kabang est le tout dernier exemplaire de la pirogue traditionnelle des Moken. La quasi-totalité de leurs bateaux ayant disparu lors du tsunami de 2004, ils ne peuvent en construire de nouveaux. En effet, les lois environnementales thaïlandaises interdisent désormais de couper le bois rare nécessaire à leur fabrication. Si le père de famille perd sa maison sur les flots, c'est 4000 ans d'histoire humaine qui couleront avec elle. Notre culture est de tradition orale. On n'a pas d'écrit. Donc, la façon de construire le kabang traditionnel va se perdre. Auparavant, les jeunes apprenaient les techniques de construction navale en les pratiquant. Mais on n'en construit plus. Alors désormais, comment ce savoir va-t-il se transmettre? La plupart des Moken qui n'ont pas reconstruit de kabang utilisent des bateaux très courants en Thaïlande, les bateaux à longue queue. D'autres familles de Moken qui ont perdu leur bateau se retrouvent sur l'île de Koh Payam. La majorité des nomades des mers est aujourd'hui sédentarisée dans des villages de ce type. Et certains vivent dans une pauvreté extrême. Depuis toujours, les Moken vivent sur Terre quelques semaines par an. Durant la mousson du sud-ouest, quand la mer est agitée et imprévisible, et les nomades ont pris l'habitude de s'installer dans des huttes temporaires. Aujourd'hui, ces abris temporaires sont parfois devenus leur résidence principale.
C'est très difficile de vivre dans ce village parce que le niveau de la mer monte sans cesse. Les Moken ne peuvent aller vivre ailleurs. Maintenant, toutes les îles appartiennent à des sociétés privées. Notre peuple, qui se déplaçait d'une île à l'autre auparavant, est désormais confiné dans des endroits assez hostiles. Aujourd'hui, la famille de Nguy va rendre visite aux deux filles aînées qui font leurs études à Nam Ken, au nord de Khao Lak. Les filles de Nguy ne veulent plus vivre en mer et s'éloignent du mode de vie traditionnel des Moken. D'ailleurs, elles s'adressent à leur père en thaï et ne pratiquent plus la langue Moken. Je leur parle en thaï parce que nous sommes sur la terre ferme. Et ici, la langue d'usage, c'est le thaï. Je ne suis pas allée à l'école, mais je suis contente que mes filles puissent y aller. Quand j'ai des ennuis de santé, mes filles peuvent m'aider, car je ne parle pas thaï comme Nguy. Je veux rester en ville, car je veux finir mes études et avoir un bon travail. Ainsi, je pourrai aider ma famille dans le futur. Si je pouvais devenir médecin, j'en serais très heureuse. Je resterais sur la terre ferme et les Moken pourraient venir se faire soigner par moi. Les Moken sont partis de Chine il y a 4000 ans. Ils ont survécu à tous les dangers de la mer, même le Laboun, le terrible tsunami. Aujourd'hui, le mode de vie et les connaissances millénaires des hommes-poissons sont en train de disparaître. Il ne resterait plus que 2000 à 3000 Moken. Malgré tout, ces nomades des mers ne sont pas préoccupés par le futur. D'ailleurs, dans leur langue, il n'existe pas de mot pour inquiétude. On ne sait rien à propos de l'avenir. On ne fait que vivre ce qui se passe ici et maintenant. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera, c'est tout. Mais on veut rester sur la mer, dans nos bateaux. C'est notre vie. On veut continuer à manger du poisson, des fruits de mer et se faire bercer par l'eau. C'est ce que souhaitent tous les Moken. J'aimerais aussi pouvoir vivre sur un bateau, avoir une famille. Je pourrais voyager et manger du poisson toute ma vie. Le peuple Moken est fait pour vivre sur un bateau et voyager comme des hommes libres. Au Cambodge, dans ce village à quelques kilomètres de Kampong Cham, plusieurs familles Cham ont réussi à s'acheter un petit terrain. Mot et son clan font souvent escale ici. Ailleurs, les Cham ne sont pas forcément les bienvenus. Ils perdent peu à peu leur liberté de mouvement. À Kampong Cham, on n'a pas ce problème-là. Mais à Phnom Penh, on ne peut plus accoster sur n'importe quelle rive.
Par exemple, on ne peut plus se mettre devant le palais royal et plein d'autres endroits qui ont été privatisés. À peine on accoste sur ces rives, on se fait dégager immédiatement. Et parfois, on ne peut même pas s'approcher des berges. Les Chams voient ainsi leur fragile équilibre menacé. Et le fleuve est de moins en moins généreux en poissons. Pour ce qui est de la pêche, il y a une grosse différence. Avant, on prenait 5 kilos de poissons par jour dans nos filets. Maintenant, on ne prend plus qu'1 kilo. En fin de journée, le couple rend visite aux parents de Sarosh. Nous aussi, on était des pêcheurs. On a vécu de la pêche dès notre enfance. On vivait sur l'eau comme eux. Une fois mariés, on a continué cette activité. Autrefois, il y avait beaucoup de poissons. On pouvait gagner relativement bien notre vie avec la pêche. On a mis beaucoup de temps avant d'acquérir notre maison. Sarosh avait une dizaine d'années. On a eu 13 enfants et on vivait tous ensemble sur la pirogue. On est issus tous les deux d'une famille pauvre. On n'avait pas d'argent pour avoir ne serait-ce qu'un modeste petit commerce à nous. Après notre mariage, en complément des emprunts que nous avons faits, mes parents nous ont aidés pour qu'on puisse acheter une pirogue. Et pour avoir des filets, on a fait crédit auprès des commerçants chinois. C'est vrai qu'il y a de la place chez mes parents, mais il n'y a pas de travail. J'aimerais changer de vie, quitter la pirogue et le fleuve, mais sans argent, c'est compliqué. À l'aube de la cinquantaine, Mott arpente ce terrain qu'il rêve de pouvoir s'acheter. Un endroit où sa femme et lui pourront vieillir. J'aimerais posséder ce terrain pour y construire une maison. À mon âge, je ne pense pas que j'aurai un jour les moyens de l'acheter, même en travaillant le restant de ma vie. La pêche ne rapporte plus assez. Il y a de moins en moins de poissons. Je ne pourrai pas gagner assez d'argent. C'est la vie, je fais avec. Mais je serais aux anges si on m'offrait ce terrain. Je serais vraiment heureux. Tout en continuant de rêver, le couple retourne à sa pirogue. Le petit nid flottant où ils s'aiment depuis 30 ans et où ils ont conçu leurs 6 enfants. Le Mékong demeure encore et toujours leur principal allié, un fleuve majestueux qui les a vus naître, les accueille et les nourrit depuis qu'ils sont au monde. On s'entend bien avec ma femme. Et les enfants ne font pas de problème. Donc, je peux dire que je suis heureux. On galère, mais ce n'est pas grave. On a la force pour continuer d'avancer.
Les Cham du Cambodge, les Moken de la Thaïlande, deux peuples qui ont l'eau comme pays et le bateau comme foyer. Les derniers des nomades au mode de vie d'un autre temps.